imaginer que le passé des fonderies d'Écureuil croise notre présent. Pas à pas, les figures ouvrières de jadis renaissent, tel un enchantement. Laissez-vous porter au fil du temps et suivez le guide. Hey ho! Cela vous dit de venir voir la mémoire de la fonderie? Je peux vous en ouvrir les portes, je suis le gardien du lieu. Bienvenue, chers visiteurs, vous voilà enfin! Je pensais que vous vous étiez perdus dans le dédale que constituent les bâtiments de la fonderie. Voici le magasin de modèles. Entrons! Ce magasin de modèles est exceptionnel. Peu de fonderies d'art et d'ornement ont su garder leur collection. Beaucoup d'entre elles les ont vues être dispersées, détruites ou vendues après leur fermeture. Sur une surface de 300 mètres carrés, les modèles, dont la majorité est en fonte, sont disposés sur 3 niveaux. À même le sol en terre battue pour le rez-de-chaussée et sur plancher pour les premiers et deuxième étages. Grâce aux 16 baies cintrées, la lumière de l'extérieur pénètre jusque dans les entrailles métalliques du magasin où formes et chimères se mêlent. Fixées à même les murs de l'édifice, des tablettes de bois servent d'étagères où des milliers d'objets de petite taille, fers de lance, fleurons, rosaces ou garnitures variées, sont entreposés. Attention, vous mettez les pieds. Les modèles ne manquent pas. Ici, un candélabre, là, une vierge, ou encore un poisson à gueule béante dont aucune pièce ne manque. Ce poisson ornemente une fontaine quelque part dans le monde. Attendez, depuis tout à l'heure, je vous parle de modèles, mais savez-vous seulement ce que c'est ? Les modèles sont des objets en matériaux durs représentant les objets d'art ou d'ornement en bronze ou en fonte que l'on veut obtenir. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur les étapes de fabrication. Il y en a des milliers ici. Certains appellent ce lieu le paradis en raison de la forte concentration de modèles à vocation religieuse. Entre nous, c'est surtout un peu une caverne d'Ali Baba, n'est-ce pas ? Cette fonderie, c'est toute une histoire. Au XIIe siècle, Geoffroy III, seigneur de Joinville, y installe une abbaye cistercienne. Les moines sont les premiers métallurgistes du Barrois. Ils s'appuient sur les ressources locales, l'eau du canal déviée de la Sceaux, le bois de la forêt pour le combustible et le minerai de fer pour activer la forge et extraire la fonte de fer. En 1843, la société Hippolyte Viveau et compagnie réinstalle une fonderie et plusieurs machines. Elle innove avec la fonte coulée en seconde fusion. En gros, on fait fondre la fonte 2 fois pour la rendre plus liquide et plus facile à mouler. En 1876, Auguste Salin rachète la fonderie 1 an tout juste après avoir racheté celle de Dame-Marie-sur-Saulx. Il se spécialise dans la fonte d'ornement. Plusieurs bâtiments sortent de terre, des halles, des bâtiments industriels et une cité ouvrière avec école et chapelle. À partir de là, la fonderie devient une histoire de famille, de père en fils jusqu'en 1982, avant sa fermeture en 1987. Pour rester compétitif, Jean, le petit-fils d'Auguste, est contraint vers 1960 de remplacer la fonte d'ornement par la production de pièces moulées pour l'industrie. Le prestige artistique s'évapore. Ils sont en train de déplacer un modèle commandé par un client pour l'amener à la halle de moulage. Dans cette collection, il y a 3 types de fonte. D'abord, la fonte d'ornement, avec ses pièces décoratives pour les monuments et d'autres objets, qui est souvent produite en série. Ensuite, la fonte d'art en série, avec ses statues également produites en série, que les clients peuvent choisir sur des albums spéciaux. Et enfin, la fonte d'art, avec ses pièces originales créées sur mesure par des sculpteurs de renom. Certaines pièces de fonte d'art ornent de grands monuments. À l'étage aussi, couloirs et rayons s'enchaînent avec des modèles partout.
Ici, sous l'œil expert du magasinier modeleur, les ouvriers s'affairent à faire rentrer ou sortir les modèles nécessaires à la réalisation des œuvres. Ils partent ou reviennent de la halle de moulage. Le magasinier sait où tout se trouve. Tout est bien rangé ici. Les pièces les plus imposantes sont entreposées proches de l'entrée pour gagner du temps. Et de toute façon, on peut compter pour se repérer sur le catalogue. Cet ouvrage de 1897-1898 compte 735 pages. C'est une merveille. Et si nous faisions un tour à l'intérieur? Grâce à lui, les fondeurs peuvent présenter leurs modèles à leur clientèle. Dans cet ouvrage, les fontes d'ornement occupent une grande partie des pages. Elles sont regroupées par catégorie et un numéro est attribué à chaque modèle avec, à côté inscrit, toutes les dimensions qu'il est possible de réaliser avec le poids correspondant. C'est un travail titanesque de référencement. Ainsi, il y a plusieurs rubriques avec les articles de ménage, les articles de jardin, de bâtiment et bien sûr les articles religieux. Une véritable collection. Mais pour donner vie à ces œuvres, il faut les créer. Et ce n'est pas une mince affaire. Regardez. Aujourd'hui, la fonderie n'est plus en activité, mais la mémoire de son savoir-faire perdure toujours. À partir d'un modèle représentant un phénix sur un perchoir, les férus d'écureuils vous présentent le processus de fabrication pour reproduire cet admirable chef-d'œuvre. Premièrement, l'objet est dessiné sur papier avec ses codes précises. Ensuite, les modeleurs réalisent un modèle. Il s'agit d'une esquisse en plâtre, en bois ou en métal, aux dimensions réelles de la pièce définitive. Ici, un modèle en fer représentant l'oiseau de feu a été choisi. Placé sur une surface plane, le modèle est saupoudré de sable siliceux à l'huile qui ne sèche pas, afin de faciliter la réalisation de la future copie en fonte du modèle. Autour de celui-ci, un cadre en bois est posé. Ce cadre est rempli de sable noir bien tassé. Dès que le sable a bien durci, le cadre en bois est retourné délicatement afin de poser dessus un second cadre en bois qui est rempli à son tour de sable. Ainsi, les deux faces du modèle sont moulées. Une fois le sable sec, le caisson de moulage, composé des deux cadres en bois et du sable, sont séparés. Le fondeur creuse alors une ouverture, rejoignant l'empreinte afin de permettre au futur métal en fusion, ici de l'aluminium remplaçant la fonte, de s'écouler dans le moule lors de la coulée. Des cheminées d'évacuation des gaz sont également créées. Le modèle est retiré, l'empreinte du modèle apparaît. Les deux faces du caisson de moulage sont alors hermétiquement refermées. Dans cette fonderie,
La coulée de fonte était réalisée dans un haut fourneau dans lequel un mélange de minerai de fer, de coke ou de charbon de bois ou d'un fondant, tel que du calcaire, était porté à 1300 degrés pendant 12 heures avant d'être versé dans une poche de coulée, puis dans le moule. Ce four représente le haut fourneau d'autrefois. Il contient une poche de coulée remplie d'aluminium en fusion, prête à être déposée dans le moule via le conduit prévu à cet effet. Une fois rempli avec de la fonte, le moule doit refroidir plusieurs jours avant qu'il soit ouvert et que l'on casse le sable durci autour de la pièce moulée. Cette opération, dite de décochage, est généralement réalisée dans un tas de sable pour éviter que la pièce ne se casse. Enfin, la pièce est brossée à la main, ébarbée à la meule et usinée afin de lui donner son aspect définitif identique au modèle d'origine. Le processus de fabrication prend plusieurs jours et nécessite du monde. La fonderie est une véritable fourmilière. Dessinateurs, modeleurs, fondeurs, personnel de tout âge et de tout sexe se côtoient au quotidien. Chez Salin, comme chez Viveau, femmes et enfants travaillent ou donnent un coup de main. Il faut attendre 1936 pour que l'école soit obligatoire jusqu'à 14 ans. Avant cette époque, les enfants travaillent jusqu'à plus de 10 heures par jour. Touloulam. Ah. Vous reconnaissez Qui se promène toute seule, vêtue de rouge, dans les bois? Vous avez deviné. Cette statue est l'une des pièces de la fonderie Salin dont le modèle a été imaginé par une sculptrice de renom. C'est bien sûr la première rencontre du petit chaperon rouge avec le grand méchant loup, même si sur la sculpture il n'est pas si grand que ça. Sculptée en la fin du 19e siècle par Anna Latry, cette statue mesure 1,33 m de haut sur 83,5 cm de large. Plusieurs exemplaires ont été moulés, dont 2 ont une histoire palpitante. La première a traversé l'Atlantique pour se retrouver au Tampa Bay Hotel en Floride, un hôtel somptueux de 511 chambres. Il avait été acheté en 1889 par Henry Bradley Plant, un milliardaire ayant fait fortune dans le transport ferroviaire, lors de sa venue à l'Exposition universelle de Paris. La deuxième, plus proche de nous, a été coulée en hommage à Jean Salin pour son soutien à la construction du collège de la Haute-Sault en 1967. Aujourd'hui, le collège de Montier-sur-Sault n'est plus en service. Mais la statue est toujours là, à l'entrée du bâtiment, rue Luc-Descente. Grâce à tous ces trésors, et grâce aux efforts humains qui ont été consentis ici, l'esprit de la fonderie a traversé les époques et les continents. Pourtant, d'autres secrets restent à découvrir.